présent Teresa Hamoun, qui sera accompagnée de Mohamed à la guitare et aux percussions. Et donc, Teresa et Mohamed nous opposent un extrait de leur spectacle La Porte Dorée, spectacle sur le thème de l'immigration en Amérique du Nord, à partir d'histoires de vie, de récits de vie, de chansons. Et à noter d'ailleurs que ce spectacle La Porte Dorée, ils le donneront demain, dans son intégralité bien entendu, au Centre Mandapa à Paris. Donc, tout le monde installé, d'accueillir. Voilà, temps d'installation, Teresa et Mohamed. Teresa Hamoun et Mohamed Benzoudi. Like she was, and like a fairy, and her shoes were number 9. Herring boxes without topses, sandals were for Clementine. Drove she ducklings to the water every morning just at 9. Stopped her toe upon a splinter, fell into the foaming brine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. She is lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Les gens de tous les pays arrivaient. De plus en plus de monde s'est installé. Certaines personnes étaient contre cette vague d'immigration. En 1718, des colons établis à Boston, dans le Massachusetts, a manifesté leur hostilité à l'égard des nouveaux immigrants européens. Et 50 ans plus tard est né Johnny Chapman. Johnny a grandi près de Boston, dans le Massachusetts. Il a fait ses études en Harvard University. Mais très vite, il a tout laissé tomber pour se consacrer à sa passion. Planter des pommiers. Il disait qu'un ange lui avait donné sa bénédiction, puis qu'on lui avait commandé de le faire. Certains l'appelaient fou, d'autres illuminé. Mais tous étaient très contents de recevoir des pépins de pommes. Ces fruits se gardaient bien pendant l'hiver et protégeaient contre les maladies. Très vite,
vite, Johnny Chapman était connu sous le nom de Johnny Appleseed, Johnny Pépin de pomme. Johnny prenait des pépins dans les cidreries de la Pennsylvanie. Il lavait les séchés et les mettait dans une grande sacoche en cuir. Puis il partait, toujours seul, toujours vers l'ouest, devant la vague des colons. Puis il trouvait un territoire propice et plantait des pépins de pomme. Comme ça, quand les gens arrivaient, les jeunes pommiers étaient prêts à vendre. Si les gens pouvaient les payer, très bien. Sinon, Johnny les troquait contre quelque chose ou les donnait aux plus démunis. Oh, il n'y avait pas besoin de beaucoup, Johnny. Non, en guise de manteau, il portait un sac de jute avec des trous coupés dedans pour les bras. Et il marchait partout, pieds nus. Ah oui, la plante de ses pieds était épaisse, mais épaisse, terriblement épaisse. Épaisse? Épaisse comment? Épaisse comment? Les musiciens, ils posent des questions. Épaisse comment? Ah, d'accord. La plante de ses pieds est épaisse, si épaisse que si un serpent à sonnette tenterait de la mordre, il aurait cassé ses crocs. Chez Et sur sa tête, Johnny portait une casserole. Bah oui, c'était bien pratique. Il avait qu'à le retourner, mettre quelques pommes et hop, un chapeau plein de compote. Il disait que toujours, il fallait manger ce que la nature lui donnait. Et il ne tuait pas d'animaux. Et dans les territoires américains, c'était un sacré exploit. La chasse était plus importante que tout. Sans chasse, les gens mouraient de faim. On raconte qu'il y avait un jeune gars. Et chaque fois qu'il allait à la chasse, il revenait les mains vides. Son père était désespéré. Il disait que si son fils ne revenait pas avec assez de gibier, en utilisant 3 balles, il mériterait de mourir de faim. Le jeune gars est parti à la chasse avec 3 balles. Il venait de rater sa cible 2 fois. Il ne lui restait qu'une seule balle. Le jeune gars partait à la chasse, fusil à l'épaule. Soudain, il entend un bruit à sa gauche. Il se tourne, un énorme cerf. Il prend son fusil, vise, un autre bruit à sa droite. Un ours noir, gigantesque. Ah ben, le jeune gars, il regarde à gauche, à droite, à gauche, à droite. Peut-être allait-il tuer. Ça ne lui semblait pas juste en laisser un vivant. Il prend un couteau, ouvre la lame, vise un arbre à mi-chemin entre les deux, lance le couteau contre l'arbre, prend son fusil et vite. La balle touche la lame et se fend en deux. La moitié tue le cerf, l'autre le et la force de la balle contre la lame le fait gicler dans les airs, tout en tournant sur lui-même. À ce moment-là, une volée de canards passait au-dessus. Le couteau tournait si vite qu'il a tué, préparé, fumé et cuisiné 7 canards. Et quand le couteau est retombé sur le sol, il est rentré dans le dos d'un lapin, sur l'autre lapin, sur l'autre lapin. Il jette la pile. Oh, le jeune gars était content. Il s'est précipité pour ramasser tout son gibier. Il a trébuché contre une énorme tortue. 2 juifs russes se tiennent devant un officier d'Ellis Island, le lieu d'immigration dans la baie de New York.
l'un a une soixantaine d'années. Il est rongé par la peur, la maladie, et toutes ces nuits passées devant une bougie vacillante à lire le Talmud. L'autre, le fils, a 25 ans. Il a le visage intelligent, le corps costaud. Il est habillé d'un uniforme d'étudiant russe. Comme aucun des deux ne parle anglais, l'officier demande au traducteur de poser des questions. Demande-leur pourquoi ils sont partis. La réponse, il n'y avait pas d'autre choix. Que faisait le père là-bas, tailleur? Combien gagnait-il? 12 roubles par semaine. Que faisait le fils? Il allait à l'école. Qui payait ses études? Le père. Le père a-t-il de la famille ici? Oui, un frère. Que fait-il? Tailleur. Combien gagnait-il? 12 dollars par semaine. Ce frère a-t-il de la famille? Oui, une femme et 4 enfants. Le père et le fils accepteront-ils d'être séparés? Un silence. La question les surprend. Puis le père regarde son fils, et toutes ces années de sacrifice parlent pour lui. Oui, bien sûr. Le fils regarde le sol. Il a 11. Mais il répond, oui, bien sûr. Et c'est le jour de leur jugement. L'un est accepté et l'autre envoyé. Quand le jeune gars trébuche contre la tortue, elle se renverse et lui, il tombe dans la rivière. Quand il essaie d'en sortir, il peut pas. Ses potes se remplissent d'énormes poissons de chat. Il prend ses bottes, les vite sur le rive, ramasse poissons, tortues, lapins, cerfs, canards. Prends le couteau, ouvre la peau de l'ours, rembourre la peau avec tout son gibier et rentre chez lui. Puis il dit à son père que désormais il n'aurait besoin que d'une seule balle. Mais Johnny Pépin de Pomme était d'une autre sorte. Lui ne tuait jamais d'animaux. Un soir, il s'est trouvé dans une épaisse forêt à la tombée de la nuit. Pas de problème pour Johnny. Il est allé chercher le tronc d'un arbre creux. Il s'est installé pour dormir, mais à l'autre bout, il y avait un ours femelle et ses petits. Alors n'importe qui d'autre aurait tué l'ours, mais pas Johnny. Non, il disait que si on ne fait pas mal aux animaux, ils ne nous feraient aucun mal. Et cette nuit-là, Johnny et les ours ont dormi paisiblement ensemble. Et quand Johnny marchait en territoire amérindien, il n'y avait pas de problème non plus. Les Indiens avaient du respect pour quelqu'un qui était touché, comme il disait, par le grand esprit. Johnny pouvait aller là où aucun blanc ne pu y aller. De temps en temps, il se trouvait dans les réunions de grands conseils. Et cette nuit-là, il était dans la réunion des gros ventres. Ça, c'était une tribu. Et les gros ventres s'inquiétaient pour la terre, leur terre, avec l'arrivée de tous ces colons. Des milliers d'Amérindiens avaient été tués par des balles des soldats et des milliers d'autres par les maladies apportées par l'homme blanc. Et c'est cette nuit-là que Johnny a entendu l'histoire du nouveau monde. Les hommes sont mauvais. Les femmes aussi. Ils s'insultent, se tapent dessus, s'entretuent. Le créateur de l'univers n'est pas satisfait.
Leur façon de vivre lui déplaît. Un monde nouveau. Voilà son idée. Le créateur de l'univers se met au bord de l'univers. Il se penche, regarde la terre. Puis il prend son sac sacré, le sac qu'il a toujours avec lui, l'ouvre et prend les uns derrière les autres, des animaux sur la terre, puis des plantes, des arbres. Il ferme le sac et entame un chant. Au premier chant, la pluie tombe. Au deuxième chant, la pluie redouble de force. Au troisième chant, les rivières débordent de leur lit. Au quatrième chant, la terre se fend et l'eau en jaillit. Et quand il a terminé, tout est inondé. Les hommes, les femmes, les êtres humains, les êtres restés sur terre sont tous. Qu'est-ce que j'ai fait, se dit le Créateur. Il prend son sac secret, il le sort, le regarde, le place sur les eaux, s'assoit dessus, et pendant longtemps, il se laisse balloter par les vagues et les vents. Au-dessus de sa tête vole un corbeau. Il vole depuis longtemps. C'est le seul rescapé du déluge. Le corbeau demande un endroit où se poser, où se reposer. Si vous plaît, le Créateur regarde le corbeau et dans son cœur s'ouvre la pitié. Il prend son sac sacré, l'ouvre, fouille dedans et en sort un plongeon. Alors je ne sais pas s'il y a des plongeons ici. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un oiseau avec un bec très pointu qui lui permet, comme son nom l'indique, de plonger au fond des eaux pour chercher sa proie. Et le Créateur lui demande d'y aller et de chercher de la boue. Et le plongeon accepte car il plonge, plonge, plonge. Le bec dans l'eau, oui, plonge, plonge, plonge. Sans le corbeau, il plonge, plonge, plonge. Mais où? Et le fond. Et quand le plongeon arrive à un tiers du chemin, soudain il n'a pas assez d'air. Il fait demi-tour, remonte à la surface. Je suis plongeon, mais j'ai pas pu aller jusqu'au fond. Et tout comme le plongeon, moi non plus je peux pas aller jusqu'au fond. Mais si vous voulez savoir plus, rendez-vous dans le hall ou bien demain soir au centre Mandapa dans le 13e arrondissement.